L'invité du morning. Il est 8h17. C'est l'heure de recevoir l'invité du morning qui est aujourd'hui Benjamin Lucas, député de la 8e circonscription des Yvelines. Benjamin Lucas, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes député de la 8e circonscription des Yvelines, donc c'est les cantons de Limay, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville. Comment ça va ? Ça va très bien, je suis très heureux de commencer cette journée intense à la rencontre des habitants de la circonscription avec vous et avec celles et ceux qui nous écoutent. Alors comment s'est passée votre première rentrée politique en tant que député ? Écoutez, très bien, beaucoup de travail en circonscription. Hier soir, je rencontrais le conseil municipal de Jusier. Aujourd'hui, je vais dans des établissements scolaires à la rencontre d'associations, de citoyennes et de citoyens sur le marché. Et puis du travail à l'Assemblée nationale, des rencontres, des auditions pour préparer la session parlementaire qui commence le 3 octobre. Il y a beaucoup de combats à mener pour la justice sociale, pour le climat, pour nos quartiers populaires. Donc je suis déterminé et enthousiaste. Et je suis accompagné d'une exceptionnelle équipe, donc ça aide aussi. Vous avez vous-même ici l'expérience d'un travail d'équipe. Je suis par exemple ce matin avec ma suppléante Kenza Sakat qui m'accompagne dans ce travail au quotidien et ce travail d'équipe il est précieux. Alors justement, les députés sont des élus locaux, vous nous en parliez, vous êtes sur le terrain. Est-ce que vous pensez qu'il y a des permanences qui sont organisées, est-ce que vous pensez qu'elles sont suffisantes et suffisamment promues ? Alors, la présence sur le terrain, elle est indispensable. D'abord, le premier rôle d'un député, c'est d'être à l'Assemblée nationale toute la semaine, de faire la loi, de contrôler l'action du gouvernement. Et moi, je veux être un député totalement engagé pour pouvoir m'investir sur chaque sujet. Donc effectivement, le temps qu'on passe sur le terrain est de fait un peu contraint parce qu'il y a beaucoup d'activités au Parlement et que c'est pour ça qu'on est élu et c'est pour ça qu'on est payé, si je puis dire. Mais évidemment, tout ça n'est pas possible si on n'est pas en lien avec celles et ceux qui nous ont élus. Et donc, pour moi, l'idée, c'est pas forcément de faire je vais faire des permanences, des réunions publiques, mais je crois que c'est pas forcément à moi d'attendre que les gens viennent à moi, c'est aller à leur rencontre. Donc j'essaye d'être le plus possible sur le terrain, à la rencontre de celles et ceux qui ne viennent pas forcément dans des réunions politiques, pour entendre leur avis, pour discuter quand on n'est pas d'accord et pour essayer de construire ce que je vais porter à l'Assemblée nationale avec chacune et avec chacun. Et excusez-moi, vous pensez que tout le monde sait où vous trouvez ? Alors, je profite du fait d'être chez vous ce matin pour leur dire que pour l'instant, nous cherchons encore une permanence. On est sur le point d'en avoir une. Il y aura sans doute quelques travaux à faire, mais qu'on aura une permanence à Mantes-la-Jolie, en centre-ville de Mantes-la-Jolie prochainement. Qu'en attendant, ils peuvent me rencontrer le plus souvent sur les marchés, en ville, etc., notamment les week-ends, mais qu'il y a une boîte mail, benjamin.lucas@assemblée-nationale.fr, où ils peuvent me contacter pour tout ce qu'ils jugent utile, soit pour me parler, soit pour me rencontrer, soit pour avoir un contact avec mon équipe. Et donc évidemment cette boîte est ouverte à tous les citoyens de cette circonscription. Est-ce que vous avez déjà réussi à faire un état des lieux de ce qu'il y aurait à faire sur la 8e circonscription ? Alors, ce qu'il y a à faire, c'est les combats que je mène déjà au Parlement. Moi, je me suis investi sur le droit au loisir, le droit aux vacances pour les enfants. Il y a sur notre territoire, comme partout en France, beaucoup trop d'enfants qui ne sont pas partis en vacances cet été. C'est une inégalité insupportable. Elle se ressent dans les résultats scolaires, elle se ressent sur la santé, notamment. Il y a beaucoup à faire sur le logement. Je prends par exemple la question des ascenseurs, qui est une question dramatique. Il n'y a pas une semaine sans que je sois alerté sur un problème. Donc, je veux porter avec d'autres collègues de mon groupe et de la NUPES des propositions pour contraindre les bailleurs et les prestataires en matière d'ascenseurs à mieux réparer, à mieux entretenir les ascenseurs aujourd'hui. Ça gâche la vie de beaucoup d'habitants. Il y a des préoccupations environnementales. Évidemment, nous sommes un territoire aussi où il y a des déserts médicaux, donc les sujets ne manquent pas. Et évidemment, il y a des réponses à chaque fois à apporter à l'Assemblée nationale sur chacun de ces sujets. Des sujets qu'on a traités ici. On Bien a sûr. parlé des ascenseurs aux Mureaux, notamment les maisons médicales qui s'ouvrent pour lutter contre les déserts médicaux. On essaye de couvrir ça. Est-ce que vous avez un ou plusieurs dossiers qui vous semblent prioritaires là tout de suite à court terme ? J'évoquais donc la question des ascenseurs notamment, qui n'est pas une question anecdotique, parce que une semaine sans ascenseur, c'est une semaine où des personnes âgées ne peuvent pas descendre de chez elles faire des courses, c'est une semaine où des familles entières galèrent à déposer leurs enfants à l'école. Quand il y a 17 étages et que vous devez les faire à pied 3 fois dans la journée, en fait c'est pas possible. Mais là vous parlez d'une semaine, mais parfois c'est plusieurs mois. Voilà, c'est pour ça que je dis rien qu'une semaine, c'est énorme. Mais oui, sûr. on a des exemples très concrets, notamment en Val-Forêt, où il y a des situations qui durent depuis plusieurs années, qui sont inacceptables et insupportables. J'en ai fait l'expérience moi-même.
monter dans un ascenseur dont, quand on a l'impression d'être au cœur d'un réacteur d'avion, c'est pas forcément très rassurant. Voilà par exemple un premier sujet. Puis il y a la question de l'école, elle est centrale, on est le mois de la rentrée scolaire. Moi je suis allé dans beaucoup d'établissements, je continue à le faire cet après-midi, des lycées, des écoles, des collèges, et j'ai constaté beaucoup d'attentes, beaucoup de besoins en matière éducative, et je veux porter aussi ces combats-là au Parlement. Et on en parlait justement ce matin dans une des rubriques, il y a des élèves qui ont déjà raté jusqu'à 25 heures de cours. Tout à fait. Oui, il y a une pénurie d'enseignants qui n'est pas réglée, qui n'est pas résolue, même si le gouvernement a fait illusion en plaçant un enseignant devant chaque classe à la rentrée, mais tout ça c'est un peu effrité. Ensuite, il y a besoin de moyens, il y a besoin de réduire le nombre d'élèves par classe pour mieux accompagner chacune et chacun dans son parcours et pour permettre la réussite à toutes et à tous. L'école, c'est là où se joue l'égalité, c'est là où se joue la traduction concrète des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. On ne peut pas accepter une école qui sélectionne, qui trie, qui exclut, de fait, malgré la dévotion exceptionnelle des personnels éducatifs et des enseignants. Je veux d'ailleurs leur rendre hommage ce matin. L'école, c'est là où on apprend tout ça, c'est là où aussi on prépare son avenir. Oui. Et justement, on est dans une région où il y a un taux de chômage qui est assez élevé, notamment là qui progresse à cause de la désindustrialisation de la vallée de la Seine. Est-ce que vous avez commencé à travailler sur des propositions ou des directions dans les mois à venir ? Oui, alors d'abord je me bats contre la réforme de l'assurance chômage qui est faite par ce gouvernement, qui va nous être proposée dans quelques jours à l'Assemblée nationale, parce qu'elle considère que le problème ce n'est pas le chômage, ce serait les chômeurs, et qui stigmatise les chômeurs, qui finalement ont fait les responsables de leur situation. Or, je connais personne qui est au chômage par choix en réalité aujourd'hui, j'en rencontre jamais, et chacun sait la souffrance que c'est et la difficulté que c'est d'être au chômage, donc je crois qu'il ne faut pas matraquer les chômeurs comme veut le faire le gouvernement et réduire leurs droits et leur capacité à survivre en fait dans une situation difficile. Moi je pense que pour créer de l'emploi il faut partager le travail. Moi je défends le partage et la réduction du temps de travail, notamment parce que je crois que c'est aujourd'hui essentiel de travailler mieux, moins et tous. Voilà par exemple quelques projets, mais je pourrais vous parler de l'investissement aujourd'hui dans la transition énergétique qui créerait des centaines de milliers d'emplois durables, parce qu'aujourd'hui isoler nos logements, adapter notre société au réchauffement climatique, ce serait à la fois bon pour le climat et extrêmement bon pour l'emploi. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de l'objectif du plein emploi ? On parle beaucoup des Français qui veulent un travail dans lequel ils sont épanouis. Est-ce que c'est compatible avec cet objectif ? La question c'est, il y a emploi et emploi en fait. Moi je rencontre des gens qui sont très heureux d'aller travailler, qui s'épanouissent dans leur travail, et tant mieux, et c'est très bien, il faut continuer à les protéger, à les accompagner. Je rencontre aussi beaucoup de gens qui souffrent. Oui, c'est pas la majorité, ce que j'allais vous dire. Voilà, qui subissent des temps partiels par exemple, notamment beaucoup de femmes qui élèvent seules leurs enfants, qui subissent des temps partiels, qui doivent parfois jongler avec plusieurs petits boulots. Je rencontre tous les jours des gens qui sont victimes de burn-out, de stress au travail, de harcèlement au travail, qui en souffrent, qui nourrissent des dépressions. Donc l'emploi en soi ne veut rien dire. Moi je souhaite, je vous le disais, qu'on travaille mieux, moins et toutes et tous. C'est aussi ça le projet de société que je défends, et de ce point de vue là je crois qu'il faut renforcer les droits des travailleurs. Or depuis des décennies, depuis plusieurs années, ça n'a pas commencé avec Emmanuel Macron, mais ça s'est amplifié avec Macron et les ordonnances travail notamment, on réduit les droits et la protection des salariés. Je pense que c'est très, très dangereux et qu'il faut remettre des droits, remettre des protections pour celles et ceux qui travaillent, et y compris accompagner celles et ceux qui ne peuvent plus vivre dignement de leur travail, et accompagner celles et ceux qui souffrent au travail. Reconnaître par exemple le burn-out comme maladie professionnelle, c'est un des engagements que j'aurai à l'Assemblée nationale. D'accord. Benjamin Lucas, on fait une petite pause musicale. Avec plaisir. Et on se retrouve juste après. L'invité du morning. Vous êtes bien dans le Morning LFM. Aujourd'hui, l'invité du morning est Benjamin Lucas, député de la 8e circonscription des Yvelines. Alors Benjamin Lucas, il y a un sujet qui préoccupe pas mal les gens de la région, c'est le projet de prison à Magnanville. Est-ce que vous avez été sur le terrain, vous avez réussi à rencontrer les élus locaux ? J'avais pendant la campagne pris l'engagement de m'opposer résolument à ce projet. Ça a été l'objet de ma première rencontre avec le préfet. J'ai dans quelques jours une interpellation du ministre de la Justice qui arrive. Et d'ailleurs je vais l'auditionner à la commission des lois mardi prochain, le ministre de la Justice, ce qui sera l'occasion d'évoquer avec lui, avec ses services, cette question pour redire l'opposition des habitants de cette circonscription et du député qui les représente, évidemment. Et je rencontrerai à la suite de ça, en fonction des réponses que j'aurai, les associations. J'en avais parlé, j'avais évoqué cette question au préfet, j'avais rappelé mon opposition, et évidemment je serai très vigilant, et je mènerai le combat avec les associations, avec les élus locaux contre ce projet dont je crois que rien ne le justifie aujourd'hui. D'accord, parce qu'on voit que les maisons d'arrêt par exemple de Bois d'Arcy, ça fonctionne plutôt pas mal au niveau local, les gens ne sont pas forcément si opposés que ça.
ils ont pas l'air de le vivre si mal. Est-ce que Magnanville, ce serait pas possible que ça fonctionne ? Écoutez, les habitantes et les habitants ne le souhaitent pas, les élus ne le souhaitent pas, et je crois qu'aujourd'hui, il y a une priorité, non pas à construire des prisons supplémentaires, à rénover et à rendre dignes celles qui existent aujourd'hui. Les conditions d'incarcération dans notre pays sont scandaleuses. La France est régulièrement condamnée au niveau européen en matière d'irrespect des droits de l'homme dans ses prisons. Or, tout individu, quel que soit ce qu'il a fait, quelle que soit la peine à laquelle il est soumis, a droit de vivre dans des conditions de dignité humaine. On en est là aujourd'hui. Donc je crois que c'est là-dessus que le ministère de la Justice devrait investir, permettre aux prisons actuelles et existantes d'être rénovées, d'être dignes et de ne pas être dans un état d'insalubrité comme c'est le cas aujourd'hui avec une surpopulation carcérale, plutôt que de construire sans cesse des places de prison. Plus on construit, c'est pas parce qu'on construit plus de places de prison qu'on réduit la délinquance et la criminalité. Mais le problème, c'est qu'on va vous dire qu'on ne peut pas pousser les murs. Comment est-ce qu'on fait pour que des places soient créées, justement ? La principale difficulté, pourquoi il y a beaucoup de gens, notamment en maison d'arrêt, c'est parce que le temps de la justice est trop long. Vous avez des gens qui restent des années en maison d'arrêt en attendant leur procès, parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour la justice. Donc je crois qu'on réduira considérablement le nombre de personnes mises en maison d'arrêt si on accélère le temps de la justice, donc si on recrute des magistrats, des greffiers, qu'on facilite les procédures judiciaires. Je pense que c'est là une solution pour réduire la population carcérale. D'accord. Alors sur un autre sujet, vous avez appelé sur vos réseaux sociaux la génération dite climat à se mobiliser aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut se mobiliser justement aujourd'hui si moi, par exemple, en sortant de cette interview, enfin, je vais finir mon travail quand même. Oui. Mais en sortant des studios, j'ai envie de faire quelque chose d'utile aujourd'hui pour le climat. Alors, il y a plein de choses utiles à faire pour le climat. Bon, d'abord dans sa vie quotidienne, mais c'est pas le sujet principal. Il y a besoin de poser un rapport de force avec les gouvernants qui ne vont pas assez loin. La France, le gouvernement d'Emmanuel Macron a été condamné 2 fois par la justice de notre pays pour inaction climatique. C'est-à-dire pour le fait de ne pas en faire assez pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Pour nos générations, c'est ce qui conditionnera la capacité de celles qui arrivent après à vivre sur une planète tout simplement respirable. On en est là aujourd'hui et on a vu encore cet été avec les sécheresses, avec des inondations à travers le monde, avec ce qu'on voit du paysage qui nous entoure, les ravages du réchauffement climatique. On vit déjà les conséquences du réchauffement climatique qu'on ne pensait vivre que dans quelques décennies. Donc il y a matière à se mobiliser, à s'engager. Il y a des associations, il y a des organisations politiques qui luttent contre le réchauffement climatique. Nous, on va mener la bataille à l'Assemblée nationale au moment de la loi de transition énergétique pour qu'elle aille beaucoup plus loin que ce qu'a prévu le gouvernement aujourd'hui. Puis pour ça, en fait, pour financer la transition écologique, ça va coûter des milliards d'euros. Il faut taxer ceux qui polluent, il faut taxer les ultra-riches. C'est pour ça qu'on défend la taxation des super profits par exemple, ou un ISF climatique, et j'en profite pour dire qu'il y aura bientôt la possibilité de soutenir en ligne un référendum d'initiative populaire pour taxer les super profits et pour taxer les profiteurs de crise qui sont aussi ceux qui polluent le plus. Alors de mémoire, c'est le 2e sujet de préoccupation des Français après le pouvoir d'achat. Et les deux sont liés d'ailleurs. Oui. Je voyais par exemple avec la question de l'énergie, si on investit massivement dans la rénovation thermique, dans l'isolation de nos bâtiments, non seulement on protège la planète parce qu'on consomme moins d'énergie, mais en plus on fait baisser sa facture d'énergie à la fin du mois, ce qui est bon pour le climat, est bon pour l'emploi, est bon pour le pouvoir d'achat. Alors on voit que les programmes de tous les partis se verdissent. On a vu l'inauguration du parc éolien de Saint-Nazaire, on a le projet de plan vert pour la région. Est-ce qu'on est quand même sur la bonne voie ? Mais on va pas assez vite. On fait aujourd'hui des choses qu'on aurait dû faire il y a 30 ou 40 ans. Là, on est dans une situation d'urgence climatique qui impose de repenser notre modèle économique, qui impose de partager les richesses, qui impose de contraindre ceux qui sont aujourd'hui les principaux pollueurs. Le 1% des plus riches pollue plus que 99% de la population. Il y a une inégalité insupportable. Vous avez, le PSG est un très grand club et je le soutiens évidemment de façon fervente, mais vous avez les joueurs du PSG qui font des trajets qu'on pourrait faire en train, en avion. Vous avez des jets privés, vous avez des gens comme monsieur Bernard Arnault qui sont des très grands patrons qui peuvent dans la même journée traverser 4 fois la France en jet privé. Pourquoi ? Pour aller chercher un colis qu'on a oublié quelque part ou pour aller 2 heures sur la plage en PACA. Tout ça n'est pas acceptable, tout ça n'est pas digne et n'est pas moral. Il faut remettre aussi un peu de décence aujourd'hui dans les comportements des ultra-riches. Alors justement, si on parle de transport, on a sur la région un gros chantier, celui du RER E et du projet EOL, qui devait arriver en 2024, maintenant qui est annoncé après 2025. C'est un vrai défi pour tous les responsables politiques. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise évaluation des coûts et est-ce qu'on est dans un cul-de-sac ? Peut-être, il faut regarder. Moi, je ne veux pas me prononcer pour lancer des polémiques sans raison. Donc, je vais étudier très sérieusement le dossier, demander aussi aux services de l'État, aux services régionaux d'expliquer ce retard. Ce qui est sûr, c'est que globalement, la puissance publique, c'est-à-dire la capacité des collectivités à investir, à aller au bout des projets, est affaiblie parce que l'État ne les soutient pas.
je vais un peu plus loin que cette question-là, sur la question des collectivités. Moi, j'ai rencontré des conseils municipaux, de communes de la circonscription. Leurs moyens baissent. L'État ne les accompagne pas dans ces missions. Donc ça se ressent aussi sur les grands projets structurants comme les projets de transport. Il faut investir massivement et rapidement dans nos transports collectifs. On ne peut pas dire aux gens de ne pas prendre leur voiture, on ne peut pas les encourager à prendre les transports en commun et ne pas investir suffisamment et suffisamment vite pour qu'il y ait des alternatives à la voiture. Alors justement, les députés LFI NUPES et les conseillers régionaux demandent un moratoire sur l'ouverture à la concurrence des transports en Île-de-France. Oui, moi je pense que les transports collectifs, c'est un service d'intérêt général. C'est un service public, d'intérêt climatique, d'intérêt social aujourd'hui. Ça ne peut pas être l'objet d'une concurrence ou d'un marché. Prendre les transports, c'est un service public. C'est pas aller au McDo, c'est pas commander sur Amazon. C'est un service public qui doit être assuré par la puissance publique. Je suis très attaché à ce qu'on défende ça. Parce que nous sommes des usagers, pas des clients, et c'est très important, c'est pas juste une différence de mots. Parce qu'il y a un vrai besoin, c'est de pouvoir se rendre avec la mobilité douce vers Paris, parce que justement, pour en revenir au chômage de la région, on sait que si on a un accès plus rapide aux grandes villes, on pourra forcément avoir plus d'accès à l'emploi. Bien sûr, on doit pouvoir se déplacer plus facilement, à moindre coût, et pouvoir avoir une alternative à son automobile, parce que quand on prend la voiture, on met plus de temps, on pollue plus, et personne n'a envie de plus polluer aujourd'hui, et on paye plus cher aujourd'hui au regard de ce qu'est le prix de l'essence. Alors en parlant d'emploi, certains n'en ont pas, d'autres aimeraient en avoir plusieurs. Alors votre homologue de la 12e circonscription des Yvelines, Carl Olive, veut porter un projet rendant de nouveau possible le cumul des mandats. Est-ce que ce sont deux postes qui sont compatibles ? Bon, Carl Olive, quelqu'un de très sympathique, mais je trouve qu'il a une attitude à l'Assemblée nationale depuis le début un peu guignolesque, si je puis dire. Donc il aime bien provoquer. Il dit jamais rien sur le Rassemblement national et sur l'extrême droite. Par contre, il s'en prend souvent aux députés de la NUPES. Par ailleurs, je trouve que c'est assez dangereux quand on a été élu et réélu, ce qui est le cas d'Emmanuel Macron, grâce au barrage qu'on a fait à l'extrême droite et aux racistes. Mais bon, peu importe, pardon pour la parenthèse. Nos concitoyens, ils demandent des élus qui sont concentrés sur leurs tâches. Remettre du cumul des mandats n'aurait pas de sens. Par ailleurs, il a un argument, monsieur Carl Olive, qui me paraît complètement fallacieux. Il dit pour être en contact avec la réalité du terrain, il faut être maire. Enfin, pardon, mais j'espère que nos élus, moi j'ai pas besoin d'être maire pour être en contact tous les jours avec les habitantes et les habitants. Il suffit d'être sur le terrain, de faire des permanences, d'aller à la rencontre des gens dans toutes les communes. Et dernier point, il y aurait une vraie inégalité. Je prends l'exemple de cette circonscription. Il y a sur la 8e circonscription dont je suis l'élu, 22 communes. Si j'étais maire d'une des 22 communes, ça veut dire que de fait, il y aurait une commune qui serait privilégiée par rapport aux autres. Or, moi je crois qu'un député doit représenter tout son territoire. Ceux qui ont voté pour vous, ceux qui n'ont pas voté pour vous, ceux qui habitent en ville, ceux qui habitent à la campagne, sans distinguer, sans faire de préférence entre les uns ou les autres, et sans faire de clientélisme entre les uns ou les autres. Donc je crois que cette mesure est une mauvaise mesure, il faut la combattre et je la combattrai à l'Assemblée. Elle serait forcément privilégiée, la commune De fait, vous êtes maire d'une commune et vous êtes député, ça veut dire que votre commune elle a accès avant les autres à des informations, ça veut dire que, voilà, même sans faire exprès, vous allez plutôt privilégier là où vous êtes élu, et vous aurez d'ailleurs plus intérêt électoral à le faire. Bon, moi je suis l'élu de 22 communes de la circonscription, je ne regarde pas les résultats, je ne regarde pas qui a voté quoi, je ne regarde pas la couleur politique des maires, je travaille très bien avec des maires qui ne sont pas de mon bord politique et je pense que c'est important que ça continue comme ça partout sur le territoire. Alors vous êtes élu sous l'égide de NUPES. Bien sûr. La NUPES qui est dans une situation un peu compliquée, on est un petit peu obligé d'en parler, vous êtes bien sur sûr. LFM, la plus féminine des radios. Bien sûr. On a des accusations contre Adrien Quatennens, Julien Bayou et des réactions qui sont parfois très prudentes, très tendres par rapport aux accusations à l'encontre d'autres familles politiques. Est-ce que la NUPES danse sur un volcan en ce moment en étant un peu trop timide sur les réactions ? Aucun parti politique, aucune force politique, aucun mouvement n'est épargné par ce qui se passe dans la société. Ce qui se passe dans la société, c'est qu'il y a du sexisme, ce qu'on appelle la société patriarcale, qu'il y a une domination des hommes sur des femmes, qu'il y a un privilège, notamment en politique, à être un homme. Moi, je le constate tous les jours. C'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus rude, beaucoup plus violent pour les femmes de faire de la politique que pour les hommes. Que nous ne sommes tous pas à la hauteur suffisamment de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, puisqu'il y en a encore, il y en a dans nos partis, il y en aura encore dans nos partis, tant qu'on ne prendra pas pleinement la mesure de ça. Donc moi je crois qu'il faut tirer les leçons de cette séquence pour renforcer notre vigilance, pour renforcer nos actions, pour éviter les mots maladroits ou qui blessent ou qui sont des fautes politiques des uns ou des autres, et je le dis y compris à mes amis et y compris quand ça a pu m'arriver moi. On a tous besoin de progresser et d'évoluer sur ces questions, il ne faut pas se cacher sous la table. Donc moi je ne me cacherai pas sous la table. Et donc on se rend compte que peut-être, est-ce que c'est pas un peu plus difficile, parce que quand les affaires touchent les autres familles politiques,
les élus ont tendance à très vite demander des sanctions. Est-ce qu'on ne se rend pas compte là que ça devient un peu plus difficile de prendre du recul quand c'est des personnes qui nous sont proches politiquement ou même personnellement? Bien sûr, c'est comme dans la vie, on a toujours plus de mal à dénoncer les méfaits d'un de ses amis que les méfaits de quelqu'un qu'on ne connaît pas ou de quelqu'un qu'on n'aime pas. Évidemment, ça c'est humain, mais nous sommes des responsables politiques et on doit savoir dépasser cela pour être exemplaires, parce que il y a trop de femmes qui meurent sous les coups de leurs conjoints, il y a trop de femmes qui sont harcelées, violées, agressées chaque jour dans notre pays, et il y a dans le monde politique beaucoup trop de sexisme et beaucoup trop de violence et de brutalité qui sont faites aux femmes. Donc on doit aussi être capable de se dépasser nous-mêmes et de dépasser ce qui peuvent être nos craintes ou nos confusions. Alors si on parle des droits des femmes, on peut aussi parler des droits des homosexuels, des droits humains en général. On peut doucement s'orienter vers la Coupe du Monde. J'ai vu que c'est un sujet qui vous tenait à cœur, que vous étiez assez critique à l'encontre de la Coupe du Monde 2022. Certains appellent au boycott, d'autres disent que c'est pas une solution. Comment vous vous positionnez sur la question ? Moi je crois que les principes... Mon engagement politique il repose sur des principes. Et je pense que quand on déroge à ces principes, on n'est pas fidèle à ce pourquoi on s'est engagé. Et donc moi, au regard de ce que sont mes principes, mes valeurs, je ne peux pas regarder une Coupe du Monde, même si j'aime le foot. Je ne peux pas regarder une Coupe du Monde en sachant le nombre de morts qu'il y a derrière la construction des stades, en sachant ce qu'est aujourd'hui la situation notamment des personnes homosexuelles au Qatar, de ce qu'est la nature de ce régime. Dans l'histoire, il y a eu des grandes compétitions dans des dictatures, dans des régimes racistes, et il y avait des appels au boycott. Je crois que là, il faut boycotter diplomatiquement cette Coupe du Monde, que le président de la République, que les autorités françaises ne doivent pas s'y rendre, parce qu'on ne peut pas jouer au foot sur un bain de sang, on ne peut pas jouer au foot sur les droits humains. Voilà, il y a des principes et il faut les appliquer, même quand le sacrifice de ne pas regarder une Coupe du Monde n'est rien à côté du sacrifice de ceux qui ont perdu la vie ou de ceux qui aujourd'hui sont opprimés au Qatar. Alors le contre-argument, notamment d'Amnesty International, c'est qu'ils considèrent que ce serait fermer les yeux sur ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous êtes d'accord ? Au contraire, je pense qu'il faut se saisir de ce moment-là pour en parler, pour le dire haut et fort, pour le dénoncer et pour se manifester. Voilà. À l'Assemblée nationale, c'était l'un des derniers textes avant l'été. Le gouvernement nous a proposé un accord, tenez-vous bien, un accord de coopération policière de la France avec le Qatar. C'est-à-dire qu'on va envoyer des policiers français faire régner l'ordre au Qatar. Ce sera la loi pour faire régner la loi qatari. Voilà, ou la loi... oui, des policiers français vont aller, dans le cadre d'un partenariat, assurer la sécurité au Qatar. Et donc, sur le sol du Qatar, c'est la loi du Qatar qui s'applique, ce qui est bien normal. Nous l'avons dénoncé. D'ailleurs, je trouve que dans un moment où tout le monde fait toujours des procès en islamo-gauchisme partout, aller fréquenter un pays qui a de telles accointances avec des réseaux terroristes, là aussi montre toute l'hypocrisie de ceux qui veulent voir je mets des guillemets, des islamo-gauchistes partout, mais qui n'ont aucune difficulté avec le Qatar. Voilà, tout ça montre bien aussi une réalité, c'est que quand il y a du fric derrière, on est beaucoup moins regardant sur les principes. Moi, je ne m'y résigne pas. Donc on l'a bien compris, votre mois de décembre, ce sera plutôt les téléfilms de Noël plutôt que la Coupe du Monde. Benjamin Lucas, pour ceux qui ne suivent pas au jour le jour l'actualité parlementaire, comment rester à jour sur votre travail à l'Assemblée et est-ce que des rencontres avec les habitants de la circonscription sont prévues dans les prochaines semaines ? Oui, alors bon, je suis sur le terrain tout le temps, enfin presque tout le temps quand je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Nous organiserons au mois de janvier une assemblée citoyenne, comme j'en avais pris l'engagement dans ma campagne, pour construire avec les citoyens de cette circonscription ce que je vais porter à l'Assemblée nationale, pour contrôler mon action de député. Ce sera à l'occasion d'un compte rendu de mandat, et de faire un premier point d'étape 6 mois après mon élection, ce qui laisse le temps raisonnable d'avoir des choses importantes à présenter. Et puis, je le disais tout à l'heure, j'ai cité la boîte mail, nos concitoyens peuvent m'interpeller. Il y a également les réseaux sociaux qui sont mis à jour très régulièrement, qui permettent de suivre mon action, mes interventions. C'est un devoir de transparence que j'ai vis-à-vis des citoyens. Ils m'ont élu, c'est normal que je rende des comptes, et donc ils peuvent suivre et commenter ce que je fais. Il y a une page Facebook, il y a un compte Twitter, il y a un compte Instagram, il y a Snapchat, il y a TikTok, il y a tout ce qu'il faut. C'est Benjamin Lucas, mon prénom et mon nom, donc ils peuvent me retrouver facilement, et je les invite à réagir, à partager, à commenter, et puis y compris aussi à dire quand ils ne sont pas d'accord. Moi, je suis aussi l'élu de celles et ceux qui n'ont pas voté pour moi. Je porte mes convictions, je les assumerai, je les mettrai jamais dans ma poche, mais j'ai jamais fui un débat, jamais refusé un débat démocratique, et donc je suis prêt aussi à prendre du temps à discuter avec celles et ceux qui peuvent considérer que je fais mal mon travail ou que je défends des positions qui ne sont pas les leurs. Benjamin Lucas, je rappelle que vous êtes le député de la 8e circonscription des Yvelines. Ce sont les cantons de Limay, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.